Bon, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Christophe. Je suis agriculteur installé depuis 1982. J'ai 3 enfants, 7 petits-enfants. Et mon but aujourd'hui, c'est eux, mes 7 petits-enfants. Donc tout ce que je fais, y compris la plantation des arbres, c'est pour les petits-enfants. Ok, et donc moi j'avais une question, c'est quoi l'agroforesterie? L'agroforesterie, c'est d'abord planter des arbres. D'abord planter des arbres. Après tout ce qu'on a pu entendre, seul l'arbre a la capacité de nous sauver dans les années qui vont arriver. Les arbres, je dirais, et les hommes. Parce qu'il n'y aura pas d'arbres sans hommes. Il n'y aura pas d'arbres sans hommes pour s'en occuper. Ok, et ici on est où du coup sur ces parcelles? Il se passe quoi? Eh bien cette parcelle, quand je me suis installé en 1982, je suis parti dans le système conventionnel, c'est-à-dire dans le productivisme, comme j'ai été formé par tous ceux qui pouvaient nous entourer à l'époque. La formation, c'est pas seulement les écoles, c'est aussi les centres de gestion, c'est les chambres d'agriculture, c'est les banques, c'est tout le système qui fait que quand on est pris dans un engrenage, si on y met un petit doigt, on y passe tout entier. Donc forcément, j'ai poursuivi ce que mon arrière-grand-père avait commencé à l'époque déjà, dans les années 50. On allait déjà un peu dans le sens du productivisme. Donc forcément j'ai continué. Et puis dans les années 80, on y croyait beaucoup parce qu'on avait absolument tout misé là-dessus. On nous disait toujours, il faut nourrir les hommes. Mais j'ai compris depuis que nourrir les hommes, c'est pas le productivisme, c'est le respect de la nature. Si on descend jusqu'à la permaculture, il nous faudra très peu de surface pour nourrir les hommes. Il n'y a pas de souci à se faire. Et du coup, ça laissera une grande place pour replanter des arbres. Et les arbres, à mon avis, il ne nous les faut pas tous les concentrer sur une forêt et la culture en monoculture dans une autre. Les arbres doivent être répartis dans le monde entier, sur tout le territoire. Beaucoup de personnes me parlent de démographie. Tout le monde dit maintenant, de toute façon, le premier de tous les problèmes, c'est qu'il y a trop d'hommes sur la Terre. Mais moi, je pense exactement le contraire. On peut être d'accord avec cette version-là. Parce que si tous les hommes passent leur temps à polluer et à détruire, c'est sûr qu'on est trop. Puis ils sont tous concentrés au même endroit aussi. Voilà, dans les villes. C'est exactement pour lequel je lutte. Si tous les hommes se décidaient à donner une semaine par an de leur vie pour la nature, c'est-à-dire pour tous ceux qui viennent derrière nous, c'est-à-dire à planter quelques arbres chacun et les entretenir une semaine par an, à se donner à la nature, planter et entretenir, on sauverait le monde. On a encore la possibilité aujourd'hui de le faire. Plantons, entretenons. J'ai compris maintenant, à 62 ans, qu'une vie, elle n'est pas pour soi. Sa vie va devenir intéressante quand on aura préparé quelque chose pour les générations futures. Ça doit être notre but à tous. Et ça va passer avec la plantation et l'entretien des arbres. Et donc là, où as-tu planté les arbres et tu as planté quoi comme arbre? On va aller voir. Oula, j'avais pas vu. Donc, l'agroforesterie, ça consiste... on continue l'agriculture, à mon avis, pareil. Sauf qu'on va réapprendre à vivre parmi les arbres. Une agroforesterie bien pourvue, bien faite, en règle générale, on peut imaginer une ligne d'arbres, vous pouvez filmer en grand, une ligne d'arbres tous les 30 mètres. Sur ces lignes-là, on va planter un arbre tous les 8 mètres. Ce qui va permettre, après entretien, de faire monter les arbres. Donc c'est des arbres de notre région. C'est uniquement des graines qui ont été ramassées par les pépiniéristes dans notre région. Donc du chêne, un peu de pommier, on a mis quelques fruitiers forcément. Ça, les fruitiers. Oui, des chênes, des châtaigniers, des cerisiers, on y met aussi des arbres à fleurs comme le tilleul. On a fait toute une diversité d'arbres qu'il y a chez nous. C'est des arbres qu'on va faire monter en haute tige, donc ils ne seront pas très gênants quand même. C'est des arbres aussi qui vont permettre à toute la terre, à toute la surface, de bénéficier et du soleil et de l'ombre. Ouais.
Ça aura le pouvoir aussi de descendre la température du sol. Donc dans les années qui nous attendent, c'est pas négligeable. Ça va ramener du confort pour les animaux, pour les plantes et pour les arbres. Et les pollinisateurs. Et tous les pollinisateurs. J'en ai parlé tout à l'heure avec les tilleuls. C'est extrêmement important. Donc c'est de la biodiversité. C'est le régulateur, je vous disais, de l'eau. C'est aussi ce qui va nous permettre plus tard de faire pleuvoir. Parce qu'on s'imagine toujours, on parle de la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, c'est la plus grande consommatrice en eau du monde. Mais c'est là aussi où il pleut le plus. Donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est l'équilibre se fait tout seul. Moins il y aura d'arbres, moins il y aura besoin d'eau pour arroser les arbres forcément, et moins il pleuvra. Plus on y remettra d'arbres, c'est pour ça que je suis absolument pour que les arbres soient partout, même dans les cultures. Même dans les cultures. Et un jour, on comprendra que seuls ceux qui sont équipés d'agroforesterie pourront continuer de faire et de la culture et de l'élevage. Et puis même, du coup, par leur système racinaire, ils puisent les minéraux, potassium, phosphore, et ça aide les cultures au-dessus. Tout à fait, et ils nous fertilisent les sols par les feuilles, parce que tout ça c'est restitué par les feuilles. Les feuilles, j'en entends souvent parler en ville. Il y a beaucoup de personnes qui portent plainte aujourd'hui parce qu'il y a des feuilles qui tombent des arbres. Il y a des collectifs qui se montent dans des rues où il y avait encore des arbres. Ils demandent de couper les arbres parce qu'il y a des feuilles qui tombent sur les voitures, sur les terrasses des maisons. Vous vous rendez compte, on a perdu toute logique. Les arbres, eux, ont compris de quoi nous, les humains, avions besoin. Les feuilles, c'est ce qui nous permet de fertiliser. Mais avant de fertiliser, ils ont régulé l'eau, ils ont fabriqué de l'oxygène, capté du carbone et ainsi de suite. Ils ont donné la vie. Les feuilles, on devrait les vénérer. On vit un monde à l'envers. Complètement à l'envers. Je comprends pas. Mais je peux quand même comprendre parce que j'ai fait partie de ce monde-là pendant une trentaine d'années. À l'économie, quoi. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est tout à fait possible de changer. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on s'engage, nous, les plus anciens, à redevenir un modèle pour les petits. Ce qui n'est pas le cas. On doit être un modèle. Comment ils vont se construire? Est-ce qu'ils se construisent avec un clavier d'ordinateur et puis dans du coton où on leur dit que tout est facile? Non. La relation à la nature, c'est pas si simple que ça. Il faut faire face à tous les aléas climatiques et tout. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mes petits, justement. Ils connaissent tout ça. Ils savent que l'hiver, quand il fait froid, il faut s'habiller. Et que forcément, on en profite un peu plus l'été. Mais l'été, quand tout est devenu sec comme aujourd'hui et tout, ça fait peur aussi. Ça fait peur aussi. La vie, c'est une question d'équilibre. On peut profiter de tout, mais à juste équilibre. La vie se propagera s'il y a des arbres. S'il n'y a plus d'arbres, on a vu que dans un premier temps, quand on enlève les arbres, qu'on fait de la monoculture, comme ce qu'on oublie tout le temps, c'est qu'avant, il y avait des arbres, des haies, de la biodiversité, de la vie microbienne des sols. Dans un premier temps, quand on enlève tout ça, c'est comme quand on détruit la forêt amazonienne, pendant une 10 ou 15 ans, on va exploser les rendements, on est d'accord, sur la surface. Mais on va exploser les rendements à une seule condition, c'est qu'on va, en échange, appauvrir tous nos sols. C'est-à-dire que pendant un moment, la terre elle va pouvoir donner à foison tout ce qu'elle a donné. Les plantes, elles vont pousser, ça va être extraordinaire, surtout si on ajoute un peu d'engrais et puis tous les produits chimiques. Là, on a la capacité aujourd'hui, pendant un temps très court, d'exploser les rendements. Ça a été extraordinaire puisque ça nous a permis d'exploser les rendements, de baisser les prix, de plus considérer les produits puisqu'ils n'étaient pas chers. Donc on les achète à volonté, on les gaspille, mais seulement on dévore en même temps la planète. Donc il ne restera plus rien. Le meilleur moyen de mourir de faim demain, c'est de faire du productivisme. A contrario, si on fait de l'agriculture biologique, qu'on replante des arbres, qu'on remet des prairies, qu'on remet les animaux à la pâture, il va falloir être patient. Il faut du temps. Parce que en même temps que de nourrir les hommes, on va aussi renourrir la terre. On va repréparer un avenir pour les générations futures. Et à mon avis, c'est ce qui compte le plus. Parce que c'est quand même terrible
d'être capable d'utiliser, de se servir en abondance sans imaginer un seul instant que ceux qui vont venir derrière nous, eux aussi, ont envie de vivre. Et si on leur laisse plus rien, qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc il faut savoir aussi que dans le monde dans lequel on est arrivé, on peut s'imaginer que c'est beaucoup plus dur de réparer que de détruire. Je vous assure, quand on était à ma période, dans les années 80, où on se servait d'une pelleteuse pour enlever un arbre, on a vite compris qu'il fallait 5 minutes pour arracher un arbre. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait 100 ans pour redonner vie aux arbres qu'on a pu enlever. Regardez, encore un ici qui est mort, il a été remplacé pour la 2e fois, il va falloir le remplacer pour la 3e fois, et on n'est pas sûr encore d'y arriver. C'est quoi? Le soleil aujourd'hui, il nous réchauffe plus, le soleil brûle. Si on prend des routes qui sont bien bordées comme Château-Gontier, Laval, osez regarder de chaque côté, il y a une grande partie des arbres qui sont en grande souffrance. Du manque d'eau, certes, mais il y a eu trop d'eau cet hiver parce que l'eau, on en aura toujours, mais elle va mal tomber. Elle tombera, quand on n'en voudra plus, on en aura encore et encore et encore. Donc l'eau fera tout le temps du mal. Elle fera du mal quand elle tombera, elle fera du mal aussi quand elle tombera plus. Et aujourd'hui, quand il pleut plus et que le soleil il arrive, le soleil brûle. Et plutôt que de devenir bénéfique, il devient nuisible. Et les jeunes petits arbres, disposés dans une grande parcelle, comme ici, tout seul, sans grands arbres à côté. Un arbre, comparez-le à un enfant. Un enfant, s'il naît et qu'à quelques jours, vous le laissez tout seul dans la nature, même s'il est en bonne santé, même s'il est en pleine forme, même s'il gèle pas, s'il y a du soleil, si c'est l'été ou si c'est l'hiver, il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas. Il a besoin d'aide. Et depuis que le monde est monde, c'est les grands arbres qui ont donné vie aux petits arbres, qui les ont protégés avec leur ombre, avec un abri pour le vent, mais aussi avec toute la biodiversité, les champignons et tout qu'ils avaient besoin. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est presque devenu des déserts. Et on y va à vitesse grand V. Il est plus qu'urgent de replanter, d'entretenir, de fertiliser. Il faut ramener des copeaux de bois au pied, il faut ramener de l'humus, il faut ramener de la vie. Il va falloir les aider, et il va falloir les irriguer. Et l'irrigation, comme il ne pleut plus, il va forcément falloir une intervention humaine. Il va aussi falloir qu'on réfléchisse extrêmement profondément sur comment on va faire pour stocker l'eau, qu'on n'aura pas l'été. Si les arbres n'ont pas d'eau l'été, ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Surtout à l'implantation, les 10 premières années, au moins. Alors, il y a un travail considérable. Et là, on a besoin de personnes pour les planter et les entretenir d'un côté, mais on a aussi besoin d'ingénieurs pour travailler sur tous ces problèmes-là. On a une période de transition qui va être extrêmement compliquée, mais cette période-là, c'est nous qui l'avons créée. Si on n'avait pas été si vite dans la déforestation, dans la destruction de notre belle nature, eh bien, on n'en serait pas là. Mais là, aujourd'hui, on est confronté à ce problème-là, et c'est un problème que personne ne parle aujourd'hui. Mais moi, je le mets forcément sur le tapis, parce que je vous assure, quand tout est sec comme ça, on peut regarder le ciel, le ciel, la terre, c'est brûlé sec. On est incapable d'arracher, ça casse, c'est encore 10 ans comme ça, puis ça devient le désert. Logique qu'on a fait, vous savez qu'il a fait 53 quintaux de rendement en blé biologique sans aucun intrant, alors qu'on a des conventionnels qui ont fait cette année 30 quintaux. Donc, avec tous les moyens, c'est ça que je voulais vous dire aussi, avec tous les moyens qu'on dispose aujourd'hui, on est extrêmement vulnérable parce qu'on a quand même été capable, cette année, avec une petite canicule en mai, de perdre entre 40 et 60% de rendement. 40 et 60% de rendement avec tous les moyens qu'on dispose, toute la chimie, tout le matérialisme, toute la déforestation qu'on a faite, les parcelles qu'on a agrandies et tout. Donc on est très très vulnérable. Par contre en biologie, les blés c'est des vieilles variétés et comme on les pousse pas, qu'elles poussent juste naturellement, mais qu'elles sont accompagnées aussi d'un peu de biodiversité. Il y avait quelques coquelicots, et dedans on avait semé des trèfles qui dans les années, quand j'étais petit, ça marchait tous les ans. Mais maintenant, avec le changement du climat, il en a poussé qu'une petite partie. Normalement, tout ça, ça devrait être bien vert. On devrait avoir les animaux à la pâture dedans, sans travailler le sol, sans rien du tout.
ça devrait venir tout seul. Ben, là, déjà, on a la première image qu'il y a un problème dans le climat. Donc tout ça, peut-être, j'espère, qu'on pourra le changer, que le point de non-retour il n'est pas atteint. L'agriculture que j'ai pratiquée depuis 1982, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour faire vivre l'agriculteur, mais seulement pour faire vivre le business. Du coup là on va découvrir la parcelle de bambou. Et donc Christophe va nous expliquer pourquoi le bambou est aussi un très bon allié pour le futur. Oui, ben on voit ça dans la parcelle. Je peux me permettre de dire en même temps que vous filmez, profitez bien du spectacle parce que ça fera bientôt partie plus que de vos souvenirs. Des animaux à la pâture, dehors, en bio, en liberté, ça n'existera bientôt plus. Pourquoi ce sera les fermes-usines, c'est ça ou... Ah ben, ce sera les fermes-usines d'un côté, mais ce sera aussi le fait qu'on se bat tous les jours, les médias et les gens qui n'ont pas compris qu'il faut arrêter de manger de la viande. Quand on me dit aujourd'hui qu'il ne faut plus manger de viande, en étant producteur de viande, je suis entièrement d'accord quand il s'agit des viandes industrielles, mais pas de la viande biologique, parce qu'au travers des petits veaux que vous venez de filmer tout de suite, il va y avoir tout un cheptel, il va y avoir des prairies, dans notre système il va y avoir des haies, il va y avoir des arbres, il va y avoir de la biodiversité, il va y avoir de la vie, et eux, ces animaux-là vont nous préparer une terre tout à fait fertile pour faire 2 à 3 années de culture derrière sans aucun intrant. Pourquoi le choix de planter des bambous? Oh ben, le premier choix, c'est d'abord les petits-enfants. Les petits-enfants, parce que le bambou, c'est une plante qui n'est pas de chez nous. C'est une plante qui va mettre beaucoup de temps à pousser. C'est une plante qui va aussi avoir besoin des hommes. Donc, au travers de ça, je vais apprendre aux petits-enfants la patience, le travail, l'entretien, sans espérer pour l'instant d'argent en retour. Ça, ce sera pour plus tard. La deuxième raison pour laquelle j'ai fait du bambou, c'est qu'il a de 3 à 6 fois plus de capacité de capter du carbone. Donc c'est une plante qui va faire du bien pour notre climat. Elle a la capacité de filtrer l'eau, de purifier la terre et l'air. Donc c'est pour moi extraordinaire. Ça c'est déjà un deuxième point. La troisième raison pour laquelle j'en ai fait, c'est que de la main d'œuvre. Donc on va plus polluer, je pense, en faisant cette production-là. Puisque dans 5 ou 7 ans, quand elle sera vraiment arrivée à maturité, il n'y aura plus que de la récolte à faire. La quatrième raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que dans toutes les maisons, il y aura du bambou. Ça peut aller du coton-tige aux plus grandes charpentes. Ça passe aussi par l'alimentaire, la cosmétique, les vêtements, les séparations de nos avions. On peut faire, c'est inimaginable, tout ce qu'on peut faire avec du bambou. Une vertu par jour supplémentaire y est trouvée dans le monde. Donc le bambou, c'est quelque chose qu'on va vraiment avoir besoin. Nous, les Européens, on est les premiers importateurs au monde de bambou. Sauf que ça nous vient des pays asiatiques. Et les pays asiatiques se rendent compte aussi qu'ils en ont de plus en plus besoin. Donc on va avoir un grand manque. Je sais aussi qu'en France, les chômeurs, c'est par millions. On rémunère des personnes aujourd'hui qui ne sont pas forcément bien dans leur peau. Je pense que la production de bambou peut faire partie de la diversité pour un retour à la terre. Pourquoi ne pas le produire? Maintenant, ce n'est pas une plante de chez nous, comme je le disais tout à l'heure. Il va falloir qu'on soit prudent. C'est une plante invasive. Elle a la capacité aussi, le bambou, de détruire une forêt pour prendre sa place. C'est une plante presque destructrice. Il faut vraiment la contrôler. Donc, si on plante 1 hectare de bambou, on l'entoure d'un fossé. Et on s'engage à entretenir le fossé. Il ne faut pas aller impacter le voisinage ni la biodiversité qui peut être à côté. Mais ça peut être un bon complément. Et je pense que pour des personnes maintenant qui ont envie de vivre en maraîchage, en permaculture, ce qui serait très bien sur des petites surfaces, le bambou peut venir en complément de revenus. Ce n'est pas négligeable. Par contre, il faut savoir que pour planter 1 hectare de bambou, ça coûte à peu près 30 000 €. C'est extrêmement cher. C'est 5 ans sans production. Par contre, quand on a passé ce stade-là,
je pense qu'on peut, d'après les études qui sont faites, retrouver la mise tous les ans. Donc c'est extrêmement lucratif. C'est bon pour la biodiversité. Toutes les espèces animales s'y plaisent, les oiseaux et tout ça. Et ça va donner du travail aux personnes. Maintenant, est-ce que, franchement, en France, on va toujours rester les bras ballants, attendre que ça se passe et attendre que les autres font le travail à notre place? Le bambou, ça peut, si on le développe un petit peu, redonner du travail en abondance. Est-ce qu'on va, là aussi, encore une fois, le laisser partir à l'étranger, compter sur les autres pour le ramener sous forme de produits finis chez nous? J'espère que, en faisant de la pédagogie, en faisant visiter la parcelle, on a 5 ou 6 ans autour de ça pour essayer de développer la transformation. Qui, pour moi, je pense que n'importe quel produit, que ce soit alimentaire ou peu importe, si on peut produire, transformer et consommer localement, mais quel bonheur! Et là, ta bambouseraie, elle a quel âge? Quelques mois, on a planté le 14 mai. Okay. On a planté le 14 mai, on a eu très peur parce qu'au début, elle a jauni, on a cru que tout allait mourir, donc on a vécu tous ces petits problèmes-là avec les petits-enfants, et là aujourd'hui, on voit que ça explose, il y a plein de nouvelles pousses qui poussent partout. Par contre, il faut quand même qu'on dise que quand on plante une bambouseraie, il faut qu'on soit capable de l'irriguer. Alors beaucoup de personnes me disent « mais t'es complètement malade, on va vers des années de sécheresse, on va vers des années de canicule, et toi, en contrepartie, tu plantes une plante qui a besoin d'eau. T'es un grand malade, voilà ce qu'on me dit. » Et vous voulez ma réponse? Ouais. Bon, je vais la donner. Moi, ma réponse, c'est depuis que le monde est monde, l'eau, elle a servi à quoi? À la vie. À la vie, à abreuver. À abreuver. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est abreuver. Si un jour, on veut qu'il repleuve chez nous, il va falloir qu'on crée de la biomasse, de la vie. Il faut... Une plante morte n'attire pas l'eau. Une plante vivante va attirer l'eau. Le bambou peut participer à tout ça. Mais c'est sûr que pendant 10 ou 20 ans, le temps de relancer la machine, il va falloir les irriguer. Oui. Donc, pour juste finir, pour parler de l'eau, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas qu'on fasse avec l'eau, à mon avis. C'est tout simplement la polluer. Oui. Personne ne s'en rend compte. Et l'eau, quand on a pollué 1 litre d'eau, ce même litre d'eau-là est capable de repolluer 100 litres, 10 000 litres. C'est une quantité phénoménale. À partir du moment qu'on a mis de la pollution, ça, par contre, on a tous aussi le pouvoir de ne pas le faire. Donc, au milieu d'un champ de bambou, je demande quand même à tout le monde de réfléchir avant d'utiliser des produits chimiques. Parce que on se dit, on ose se dire propre, civilisé, sain. Mais non, non, non. Notre maison, ou notre voiture, ou nos vêtements, ou nous-mêmes, on peut être très propre, briller de partout. Mais si on fait ça, mais qu'on a envoyé toute la saleté là où on va la retrouver forcément dans notre assiette pour les autres, est-ce qu'on peut être bien dans sa peau? C'est pas possible. Arrêtons de nous servir de nos rivières, de nos fleuves, pour nettoyer tout ce qu'on a de sale chez nous, pour que notre maison, ou notre voiture, ou notre corps brille. Il y a une chose essentielle aussi qu'on pourrait dire... Il y a une chose essentielle aussi qu'on pourrait dire avec le bambou, quand certaines personnes peuvent m'accuser de planter une plante qui n'est pas de chez nous, c'est que on ne sait pas du tout avec le changement climatique quelles essences vont résister. Il est possible que tout à l'heure, quand on a fait un tour dans la parcelle avec l'agroforesterie, il est possible que dans quelques dizaines d'années, ces arbres-là ne résistent plus au nouveau climat. Par contre, on est certain que le bambou, lui, avec la chaleur, va résister. Si on lui amène de l'eau, il n'est pas non plus interdit de penser que peut-être, ce sera peut-être les seules plantes qu'on aura à notre disposition. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, être favorable à la diversité et pas forcément contre les plantes qui ne sont pas de chez nous aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe pour tout ce partage. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que tu auras un petit message à faire passer aux humains qui ne prennent pas soin de la terre? Oui. Quel est-il? En fait, il faut qu'ils prennent soin de la terre, passent en bio, et ils arrosent bien la terre, ils arrêtent de mettre des produits chimiques, et
arrêter et planter des arbres pour la biodiversité et l'oxygène. Et ben merci à toi pour ce beau message.